Aquabar, on dit quoi? On dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Posez-vous. Posez-vous. Décapsulez votre boisson favorite. 5, 4, 3, 2, 1. Oubliez vos gourmands et appréciez ce podcast Abidjan Talk Live. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville. Venez découvrir toutes les actualités Et les histoires qui comptent. Salut à tous et bienvenue à Abidjan Talk Live. Alors le tout nouveau-né de la grande famille, on espère, des podcasts ivoiriens, en particulier africains en général. Donc ce premier épisode donne naissance. Une naissance forcée et voulue, comme vous l'avez entendu dans ce jingle. Ça va être un podcast 100% ivoirien pour parler des histoires qui comptent. N'espérez pas que ce podcast soit structuré. Les épisodes ne se suivent pas. Et on parlera de ce qui nous fait plaisir, peu importe ce que vous pensez. C'est une thérapie. Avec moi, Kinte. Kinte, bonsoir. Bonsoir à tous, à toute la communauté ivoirienne et d'Afrique. Ouais, ayons cette ambition-là. Et salut Zoul. Salut tout le monde, bonsoir à tous nos auditeurs, futurs auditeurs et auditrices. Pour le moment, ils sont 3, on en a 2 chacun. C'est à peu près ça. Bienvenue les gars. Et merci à vous de jouer ce jeu, d'être dans ce projet-là. Merci à toi de nous y avoir initiés. Ouais, bon, c'était cette envie-là de partager des moments et puis d'avoir des personnes intéressantes qui ont des choses à raconter. Donc vous en faites partie et j'espère qu'on aura la force et le courage d'en faire plusieurs. Donc voilà, présentez-vous. Zoul. Alors Zoul, informaticien, je suis né en Côte d'Ivoire. Tu passes pas un entretien d'embauche, hein, cool. Hein. Non, je dis quand même le métier. Oui. Donc ivoirien, à part ça, rien de spécial. Hein. Informaticien, donc en fait quand tu étais avant sur MSN, c'est comme ça que tu te présentais? Non, quand même pas. Bon. À l'époque, j'étais pas encore informaticien, j'étais apprenti. T'étais apprenti. Ouais, il faut toujours commencer quelque part. Ouais, exactement. Et toi Kinte, alors présente-toi. Kinte, 37 ans, originaire de France, natif de la France, et je suis arrivé en Côte d'Ivoire il y a 10 ans. Avec différentes ambitions, et à l'heure actuelle, mon métier, je pourrais le qualifier de... Est-ce qu'on me qualifie même? Ouais, tu es un peu comme une boîte à outils, on trouve... Bon, c'est vrai que mon surnom vient de là aussi, Kentucky la boîte à outils. Voilà. Mais non, un peu difficile à qualifier, mais je suis, on va dire, dans l'industrie. Ok, c'est cool. Donc comment est-ce que tu vois ce podcast-là? Comment est-ce que tu le définis? Moi, j'ai parlé un peu de façon générale, d'essayer de le présenter. Après, c'est ma Si vision. je dois le présenter, en tout cas le décrire à une personne qui veut l'écouter ou à qui je veux le présenter, je le décrirais comme une réunion d'amis avant tout. Et une réunion d'amis qui vont aborder l'ensemble des sujets qui les touchent au quotidien. Ouais. Donc dans leur vie professionnelle et personnelle. Donc c'est pour ça qu'on sera amené à parler de tout et de rien. Exact. De façon déstructurée à notre image. Et toi, Zoul, comment est-ce que tu vois ce podcast? Mais comme Kinte le disait, hein, rien de très formel. On surfe sur la vague. Hein. On va sortir des sujets qui nous intéressent, des sujets d'actualité. On échange dessus. Et puis là, je parle pour tous les trois. Toute la semaine, on bosse, on est assez occupés. Et ça nous permet en même temps, pendant le podcast, de
se bourrer. Donc vous le voyez pas, mais on a quand même la bouteille de vin, tu vois. Alors tu vois, se bourrer comme ça, n'oublie pas que ceux qui nous écoutent n'ont pas l'image. Ils ont que le son. Donc se bourrer, voilà. c'est vas-y, s'il te Alors, plaît. pour les auditeurs qui sont encore jeunes, vous verrez qu'à un stade de votre vie, professionnelle, ben, vous aurez plus le temps de sortir et tout. Donc, vous profiterez, vous vous inventerez des excuses le vendredi soir, des fameux podcasts pour pouvoir vous saouler entre amis. Donc en fait, pour toi, c'est thérapeutique. Alors, C'est thérapeutique, c'est tout. ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Et à toi de te présenter. Ah, bah moi, Farid, si je devais me décrire, je dirais un passionné dans un premier temps. Oui, je pense que ça définit bien Voilà, donc nos personnalités, en tout cas. c'est ça, tout ce que je vais avoir à toucher ou m'intéresser, ça va toujours partir d'une passion de mon fort intérieur. Et je vais jamais mentir, quoi. Je suis un jusqu'au boutiste, donc atteindre la perfection, c'est bon, j'ai passé l'âge, j'ai compris que rien n'est parfait, mais on peut toujours travailler dans ce sens-là pour rendre les choses un peu plus parfaites. Donc ouais, si je dois me définir, je dirais passionné jusqu'au boutiste. Et puis après, mes passions, c'est la musique. Donc moi, je suis très content d'avoir une console devant moi parce que ça me rappelle mes premiers amours avec la musique. Et puis après... à quel âge tu as noué un premier contact avec la musique ? Très tôt. Très tôt, pourquoi ? Parce que moi, j'ai commencé à mixer avec des cassettes. Donc, ouais, tu étais énervé quand même. Ouais, j'étais énervé. Et surtout, j'étais le genre de gamin qui touchait tous les appareils de son père, qui les débranchait, qui les rebranchait, qui les réglait. Donc, ouais, voilà la musique. Et puis, donc, comme je disais, je suis très content de me retrouver derrière un micro avec une console devant. Bon, peut-être qu'on va pas partager beaucoup de musique, mais pourquoi pas penser à des épisodes prochains où on viendrait chacun avec une playlist, avec 2-3 sons. Partager un petit peu sa mixologie. Exact. En tout cas, très content de démarrer. Et puis voilà, donc on va certainement publier ce premier épisode sans trop le retoucher. Et puis on verra ce que ça va donner. Il faut commencer à un moment ou à un autre, donc il faut qu'on se jette. Ouais, c'est sûr que démarrer un épisode 0, le présenter, c'est pas un exercice facile. Mais bon, je compte sur vous pour qu'on puisse... D'autant plus qu'on voulait garder un petit peu la spontanéité qu'on a. Ouais, parce qu'on ne pas travailler nos podcasts. On n'a rien préparé du tout, pour le coup. On n'a rien préparé du tout. Donc, je vais attaquer direct. Hein. Zoul, comment est-ce que tu te définis ? Garçon. Ouais, mais développe. Pourquoi garçon ? Non, ça c'est une question piège, Farid. On peut pas attaquer sur des sujets comme ça. Là, tu vois, tu me prends de vitesse là. Ouais. Ouais. Bon. Non, y a rien. Y a pas de. On est à l'ère de la définition de soi. Ouais, non, moi je me définis comme un code, comme un programme, comme un programme. Ah, je te dirais même ça encore, je doute, tu vois. En fait, je sais même pas en quoi je me définis. Ouais. Je pense que ça, c'est une grande question. Physiquement, je sais comment je me définis. Spirituellement ou intellectuellement, je sais pas trop comment aujourd'hui je me définis. J'ai pas encore la réponse. Et toi, Kinté, comme une clé à molette? Comme un sipan qui rentre dans une clé plate. Non, théorie du genre, je sais pas, je sais vraiment pas quoi en penser. J'ai eu à en discuter avec différentes personnes qui sont, eux, hors des classiques. Et à l'issue de chaque conversation que j'ai eue, je ne sais toujours pas dire le pourquoi du comment. Donc, comment s'ils manifestent le besoin de s'identifier autre, grand bien leur face. Mais jusqu'à maintenant, les attributs qu'on m'a fournis à ma naissance me servent toujours et je les maintiens tels qu'ils sont. Ouais, écoute, moi je me définis comme un micro aujourd'hui. Je me définis comme un micro, ouais, mais c'est quand même assez intéressant parce que sans juger, je pense que c'est l'expression d'un vrai problème de société en fait. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Quand tu as atteint, tu sais pas si tu te rappelles de la pyramide de Maslow. Oui.
avec les besoins primaires, les besoins secondaires, etc., etc. Je me dis que si une société aujourd'hui arrive à se questionner sur l'identité du genre, c'est qu'on est plus au sommet de la pyramide, on est en dehors même, de la pyramide, on est au-dessus de la pyramide. Bon, petite parenthèse avec l'actualité, pas la pyramide qui fabrique de l'électricité pour Maître Gims, mais on est au-delà de la pyramide, quoi. Ou est-ce que c'est pas un nouveau cycle qui démarre? Ouais, vous voyez aussi, peut-être, mais à quoi ça tient? Je veux dire, pourquoi déjà avoir ce besoin de... Alors, pouvoir s'exprimer librement, certes, je pense que ça devrait être possible pour tout le monde. Mais l'imposer aux autres et le faire de façon agressive, je sais pas moi, tous les contenus, tous les articles, les vidéos, les audios, les podcasts ils sont toujours sujets à esclandre, quoi, à disputes et à des violences. Donc, au final, est-ce que c'est la finalité de leur débat? Je n'arrive pas à comprendre comment les médias, en fait, aujourd'hui, encouragent cette représentativité par de l'agression. On voit énormément de rassemblements, de réunions, de congrès, des grands mouvements un peu partout dans le monde, mais j'arrive pas à comprendre en fait pourquoi c'est toujours dans l'opposition, pourquoi c'est toujours surtout qu'il existe toujours des problèmes sociaux qui sont toujours d'actualité et qui sont ancrés depuis de très longues années et qui sont toujours pas réglés jusqu'à maintenant. Et à la limite, on dirait presque que c'est minimisé. Alors, je me permets alors de te poser la question, pourquoi déconstruire quelque chose qui n'est pas stable pour reconstruire quelque chose qui, pardon, mais qui n'a ni queue ni tête, quoi. C'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème, parce qu'il n'y avait pas de soucis jusqu'à maintenant. Donc pourquoi aller recréer une divergence, je sais pas. Franchement, moi je pense qu'il n'y a pas de souci. En réalité, je pense qu'il n'y a pas de souci. À mon sens, c'est des questions qui sont posées depuis de très nombreuses années. On n'en avait pas entendu parler. Et comme tu disais, Farid, je pense que ça a été beaucoup amplifié ces dernières années par les médias mainstream surtout. Et le truc, c'est que quand tu regardes des statistiques, alors ce genre de polémique ou de questions ou de machin n'affecte, je donne les exemples en France ou aux États-Unis, qu'à peine 1% de la population. Et en fait, une problématique qui affecte 1% de la population aujourd'hui est généralisée partout. Et on en fait, entre guillemets, le big sujet d'actualité, quoi. Alors pourquoi est-ce que ça amplifie autant? Est-ce que c'est pour, comment dire, pour éviter les vrais sujets, enfin les vrais, s'il n'y a pas de vrais sujets, mais éviter d'autres sujets qui sont un peu plus sensibles pour les gouvernements ou pour ce genre de choses. Mais aujourd'hui, je pense que c'est suramplifié, en fait, tout simplement. Ce que tu es en train de dire, c'est un peu comme le savant qui montre la lune du doigt et, je ne vais pas dire l'imbécile, mais la masse regarde le doigt, ne regarde pas la lune, quoi. C'est comme un contre-feu pour... Ouais, moi je pense franchement, à mon avis, hein, après c'est que mon avis personnel, hein, mais à mon avis, c'est pas des questions d'aujourd'hui. Je pense que depuis très longtemps, il y a des gens, par exemple, qui peuvent se sentir hommes ou femmes, ou peu importe le genre ou la question. Je pense que c'est des questions qui existent depuis très longtemps, mais qui sont très, très, très amplifiées depuis quelques temps par les médias. Après, il y a le fameux mouvement woke, on entend parler un peu partout. Ouais, c'est ces dernières années que ça s'est vraiment amplifié. Sinon, après, c'est des questions qui... Chacun a le droit, enfin, à mon sens, a le droit de faire ce qu'il veut, de se sentir ce qu'il est. Et voilà. Quelqu'un qui se sent renard quand il va chez le médecin, déjà, il ne doit pas aller chez le vétérinaire? Écoute, ça c'est une bonne question. Et je regardais une vidéo il n'y a pas très longtemps d'une personne. Alors physiquement c'est un homme, mais d'un genre féminin. Et donc qui était face à un médecin. Et alors dans la discussion, ils n'arrivaient pas à tomber d'accord et tout. À un moment, le médecin lui pose une question très très pertinente. Il dit, ok, imaginons qu'il y a un homme, donc physiquement homme,
qui se sent femme, qui arrive chez vous, donc vous êtes médecin, puisque la personne en question était médecin, et qui vous dit « j'ai un problème avec mes règles », qu'est-ce que vous faites ? Vous lui administrez quoi comme médicament en tant que médecin ? La déontologie fait que vous ne pouvez pas administrer des médicaments de femme à un homme, enfin, au sens physique du terme. Et en fait, la personne était bloquée, du coup, le médecin, en fait, entre guillemets, transgenre, ne savait plus quoi dire, puisque, voilà, face à la réalité, surtout la réalité biologique, quand on parle de santé, il faut soigner quelqu'un, mais on ne va pas s'amuser à lui donner des médicaments qui ne sont pas adaptés à son physique. Et voilà toute l'ambiguïté de la chose, quoi. Pareil, tu retrouves ça aussi dans le sport. Dans le sport aujourd'hui où... Oui, on en a entendu parler sur certaines compétitions internationales. Compétition de natation, notamment. Athlétisme et natation, il me semble, oui. Même en UFC, même... Ah oui, en UFC, il y a eu... Ah, exact, oui. C'est vrai. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus. On aura l'occasion d'y revenir. On va parler de... Moi, je pense peut-être si je devais me définir, je dirais que je suis un genre variant. Ouais, et tu es gentil avec toi-même. Hein. Non, genre variant, comme un caméléon. Je m'adapte là où quand ça m'arrange. Bah alors, Doudou, t'as pas vu à la soirée? On a fait une soirée de gender fluide. Après, quand tu parles de ça, on revient à la base du podcast. C'est quoi? C'est du podcast. C'est de parler de la Côte d'Ivoire. Après, franchement, quand on parle ici, localement, avec des gens, les gars, ils te disent, bon, c'est des problèmes de blanc, quoi. Je suis pas sûr de ça, parce que comme c'est quand même un phénomène qui est diffusé par les réseaux sociaux, les Ivoiriens et l'Afrique va s'identifier très rapidement à ça et va se l'accaparer comme les autres. Non, pas forcément. Quand tu prends l'exemple de l'Ouganda, c'est l'Ouganda, non? L'Ouganda qui a voté une loi contre... Est-ce qu'ils les laissent respirer même? Ouais, mais ils ont voté une loi contre l'homosexualité et aujourd'hui... tu as le président qui a pris des positions fortes. Il dit on a d'autres problèmes, on ne veut pas importer ces problèmes de société-là qui ne correspondent pas à nos réalités. Alors ça ne veut pas dire, je pense, qu'ils ne sont pas... Là, je ne saurais pas dire si c'est juste. Honnêtement, c'est pas... Parce que, bon, libre à chacun de chercher l'orientation qu'il veut. Le gars qui veut chercher son orientation ou la femme, ou son genre... ne me dérange en aucun cas. Oh, je pense que nous ici tous les trois, je pense qu'on est assez tolérants sur le sujet, bien sûr. Sur le sujet, c'est même pas la problématique. Ce que j'étais en train de te dire, c'est que tu as des pays qui ont pris position clairement. Oui, ils sont zéro tolérance dessus, bien sûr. Voilà, je pense qu'ils peuvent se regrouper en association, machin et tout, mais quand tu as un État qui légifère sur un sujet comme celui-là, bon... je serais curieux de demander à Poutine qu'est-ce qu'il en pense. Ouais, je pense avoir mon avis sur la réponse. Hein. Je crois que il n'est pas concerné par ces problèmes de société. Il les a bien définis comme des problèmes américano-américains. Au moment où on enregistre ce podcast, on est vendredi 14 avril. Et alors, quelles sont vos actualités de ce week-end ? L'actualité de ce week-end et de cette semaine, parce que ça fait un peu plus d'une semaine qu'on est tous en train de s'affairer, de s'apprêter à participer au rallye d'Assigny. Ouais. Donc, comme son nom l'indique, il se déroulera sur Assigny, sur les pistes de V2, si je m'abuse. C'est ça. Donc on est engagé 18 ou 19 concurrents. On est 18. 18 concurrents, donc ce qui fait que ça sera une belle épreuve. Parce que ça fait un petit moment quand même que le nombre augmente d'adhérents et de participants au rallye, d'engagés en tout cas. Et là, 18, je pense que c'est un des plus hauts qu'on ait enregistré sur les derniers rallyes. On a eu... peut-être Bassam. Ouais, Grand Bassam. Ouais, on a eu 22 équipages. Mais c'était un format spécifique aussi. Ouais, le format se prêtait à ce qu'il y ait plusieurs équipages
Bon, en même temps, on a dit rallye, mais on n'a pas expliqué exactement ce qu'on faisait et quel type de rallye on faisait aussi. Ouais. Donc, à toi l'honneur. Non, Donc, pour une fois, je voudrais bien être celui qui n'en parle pas. bon, alors je vais en profiter. Je vais quand même présenter Farid dans l'organisation du rallye. En fait, on est une association, une organisation, une fédération qui fait du rallye automobile, mais sur des SSV. Des SSV, ce sont des véhicules, ce qu'on appelle side-by-side, ce sont des côte-à-côte, qui sont assimilés vraiment à des buggy plus qu'un véhicule routier. Et c'est un véhicule qui nous permet d'aller sur tout type de chemin et tout type de piste. Et donc, on organise des épreuves, un rallye sur toute l'année qui nous permet de traverser l'ensemble du pays et de faire différentes manifestations tout au long de l'année. Donc, en l'occurrence, cette année, je pense qu'en 2023, on a 6 épreuves, si je m'abuse. Comme l'année dernière. Comme l'année dernière. Maintenant, ça doit faire la 5e année que c'est en route. En tout cas, tout à l'heure, je regardais le nombre d'affiches sur lesquelles j'ai travaillé avec l'équipe de communication pour promouvoir le rallye. Ouais. Assigny, c'est la 18e compétition que le club organise depuis son existence en 2018, sachant que le club a été légalement constitué en 2018, mais a commencé à organiser en 2019. Puis après, on a eu l'année Covid. On a eu une année Covid où on n'a pas organisé. Donc, si tu regardes bien 2018-2023, t'enlèves 2 années. Donc, ça fait en gros sur 3 ans, si les mathématiques sont bonnes. Mes mathématiques sont bonnes. Ce qui représente 6 épreuves annuelles. On est sur une cadence de folie parce qu'une organisation, c'est quand même beaucoup de préparation. Et toi, Zoul, tu nous as rejoint avant de parler un peu plus en détail de ce qui va se passer à Assigny. Tu nous as rejoint rallye de l'année dernière au rallye de Yamoussoukro. En rallye de Yamoussoukro. Donc toi, tu es arrivé aussi sur le plus gros événement de la saison. Yes. En fait, je suis pas de ce monde-là. Hein. Et puis. Ouais, tu es modeste. Tu es quand même quadeur. Je sais que à l'époque, ça remonte à il y a très vieux. Mais c'est quand même. Quand on était jeune, c'est du sport mécanique. Quand on était jeune et on avait encore la force de. Je suis sûr et certain qu'on crée une manche quad. Tu seras pas le dernier à. Ouais, mais on va être que 2. Ouais. On va être que 2, ça marche pas. Tu sais, quand on a commencé le SSV, on s'est dit. On va être 2, il y en a un qui va gagner, c'est pas moi. Donc ça... tu sais, quand on a commencé le SSV, c'est exactement ce qu'on s'est dit. Hein. On est 2 et c'est pas nous qui allons gagner. Et au bout de la 2e ou de la 3e course. Non, l'autre, je peux vraiment pas le passer. Hein. Ah. Et il est vraiment bon dans son domaine. Tu sais, ce qui est bien dans le sport mécanique, c'est que tu peux te préparer à fond, avoir un certain talent de pilotage et tout, mais tu n'es pas le seul élément qui va être décisif pendant ta course. Tu as le quad, c'est-à-dire quand je parle du quad, je parle de la machine en elle-même, et après, tu as toutes les conditions de course qu'il y a autour de toi. Ouais, mais après, je pense qu'il faut quand même aimer ça. Moi, c'est pas trop mon truc. L'aspect compétitif sur tout ce qui est sport mécanique, c'est pas trop mon truc. Je me verrais plutôt prendre un SSV et puis aller me promener, aller sur des pistes, plutôt faire un Baja par exemple, comparé à un rallye. Si on me demandait de choisir un type d'épreuve, je serais plus Baja. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est du Baja, contrairement au rallye, où au rallye on a une contrainte de performance et de temps, la notion de Baja est un peu plus large dans le sens où il y a de l'orientation aussi. On n'a pas cette contrainte de il faut arriver en premier et tout. De la navigation. Voilà. Et je serais plutôt pour ce type d'épreuve-là. Alors toi, quand tu parles Baja, je pense que tu veux parler plus de raid. Raid, Baja, mais pas forcément un rallye. Parce que pour moi, un rallye, alors c'est comme la F1 ou tout ce genre de sport, c'est très cadré. Il y a des heures de départ spécifiques, il y a des règles très spécifiques. Tout est carré, millimétré, ainsi de suite. Alors que les raids, c'est un peu plus souple. On fait un peu de tourisme aussi en même temps, tu vois. Je suis un peu plus à la cool sur ce genre de choses. En fait, ça va demander de réunir d'autres compétences. Au-delà de la technicité en termes de pilotage, du talent, ça va demander d'être bon navigateur,
un bon métronome dans la gestion de son temps, dans la gestion de sa mécanique. Donc ça demande vraiment d'autres attributs et ce qui permet à d'autres personnes de s'afficher, de pouvoir glaner les plus hautes marches, quoi, même s'ils sont moins doués sur la partie pilotage pur. La navigation fait la différence. Je pense que la navigation fait peut-être les 60-70% de la course, quoi qu'il advienne. Oui, je suis assez d'accord. Après ici, c'est pas ce qu'on fait parce que pour pouvoir faire de la navigation, il faut avoir beaucoup de pistes peu pratiquées, ce qui était le cas il y a plusieurs décennies en Côte d'Ivoire, quand la plupart des automobilistes ou même des gens qui vivaient ici, ce qu'on appelle en campagne, donc au village, en brousse et tout, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient des engins motorisés, entendez par là des motos et des voitures. Le nombre était très réduit, donc on pouvait faire sur du raid de grandes distances sans croiser personne. Et pour la navigation, c'était beaucoup plus simple. Aujourd'hui, on est dans un pays où la population a été multipliée par 2, par 3. Il y a beaucoup plus de voitures, beaucoup plus d'engins, il y a beaucoup plus de zones habitées. Donc vraiment le format rallye sprint, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, est plus évident à mettre en place et nécessite finalement qu'à sécuriser une certaine zone géographique au lieu d'avoir à couvrir une surface beaucoup plus grande. Mais je reviens encore dans tes côtes, Zoul. Je te dis, quand on a commencé le SSV, on était 2. On s'est dit la même chose que toi. Réellement, on s'est dit la même chose que toi. On n'est pas des pilotes, on est des chauffeurs du dimanche, mais bon, on savait un peu quand même piloter, mais pas autant que les copains. Presque ça, pas autant que les copains qui eux le pratiquaient depuis plusieurs années. Mais au fur et à mesure, en fait, parce qu'il y a eu une jeunesse axée sur la moto, axée sur le karting, axée sur les sports mécaniques, ce qui est ton cas. Ouais, vite fait. Hein. Moi, j'ai eu une jeunesse axée sur les claviers. Oui, ça. Ouais, c'est vrai que j'ai oublié à qui je parlais. Ça a été un épisode. Quoi, le quad Le quad, ça a été un épisode. Oh, ça me manque. Hein. Je dirais pas que ça a été une erreur ou non. Non, ouais. Franchement, j'ai bien kiffé cette période. En plus, on avait un bon groupe. Tu n'habitais pas forcément. Si, tu avais ton premier garage, je me rappelle, à Abidjan. Et puis c'était après être rentré de France, en fait. Après les études, rentré de France, avec un ami que vous connaissez, donc que je ne vais pas citer. On s'était pris sans son autorisation, bien sûr. On s'était pris des quads d'ailleurs chez des BRP, des bombardiers, un peu comme les SSV, hein, qui ont fait à l'époque le meilleur quad de cette catégorie-là en 450, qui a été, durant les 5 années où BRP a produit ce quad, durant ces 5 années, ils ont été champions du monde, en fait, en constructeur. Écoutez comment ils parlent avec passion. Franchement, c'était un quad phénoménal. J'y avais passé du temps, toi-même, tu sais. Hein, à la fin, c'était une machine de guerre. On s'était bien éclaté. Franchement, c'était bien éclaté. Il existerait encore, je le reprendrais. Et à l'avoir testé aujourd'hui, on me propose autre chose, ça ne m'intéresse pas, en fait. T'as goûté au meilleur, t'as plus envie de goûter à autre chose. Oui, bon, le marché a évolué, les formats des courses ont évolué. Et puis bon, il y a aussi l'âge, hein. On n'a plus le temps qu'on avait à l'époque, on est un peu plus sage. Non, c'est pas dans la tête, Farid. L'âge, c'est dans la tête. Ce qu'on faisait à l'époque avec nos quads, franchement, avec du recul, on prenait des risques. On faisait des trucs qui étaient parfois pas très, très, très nets. Et puis après, tu as des enfants, tu as un boulot, tu as beaucoup plus de responsabilités, tu prends moins de risques. Alors pas sur les rallyes, parce que les rallyes, c'est assez bien cadré et tout. Mais quand tu es en freeride, on va appeler ça en freeride, hein, on prenait beaucoup de risques 3h du matin ou 2-3h du matin, prendre la cocoterie. En plus, sur nos quads, c'était des quads cross, il n'y avait pas de phare dans le noir, quoi. Voilà, c'est des trucs... Oui, ça c'est la jeunesse et puis voilà. Ne développe pas beaucoup parce que tu peux donner des mauvaises idées à ceux qui nous écoutent. On ne sait pas encore qui nous écoute, mais essayons d'avoir l'étiquette de sage et de bienveillant.
Donc on va revenir sur le début de notre conversation qui était, j'ai rejoint l'équipe donc ASSVCI l'année dernière. Donc rallye de Yamoussoukro. Pourquoi ? Parce que, écoute, on discutait un jour on discutait tous les deux. Et puis il y avait ces problématiques de pouvoir apporter quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau dans le SSV, enfin dans cette fédération. Alors la fédération n'existait pas à l'époque, mais de pouvoir apporter des garanties en termes de temps, parce que dans ce type de rallye-là, tout se joue au temps. Hein. C'est le temps qui permet de classer, c'est le temps qui est vraiment le point focal que tout le monde va regarder. Il y avait l'aspect sécuritaire aussi, s'assurer qu'on puisse à tout moment et à tout instant, en tout lieu, connaître le statut d'un équipage. Est-ce qu'il roule ? Est-ce qu'il a un problème technique, humain, ainsi de suite ? Donc on avait échangé là-dessus un jour où j'étais passé dans ton bureau pour te saluer. Et puis on s'est dit, écoute, moi j'ai peut-être des solutions. Est-ce que c'était un jour où tu étais en thérapie ou pas ? Non, j'étais pas en thérapie à l'époque. J'avais pas encore commencé la thérapie SSV. Et puis voilà, j'avais des solutions. Derrière, tu m'as suivi. Donc tu as investi dans le matériel. J'avais les solutions théoriques, tu as investi dans le matériel, on a mis en œuvre, et puis aujourd'hui, on peut se vanter. Hein, faut parfois aussi se faire plaisir, en guillemets. Aujourd'hui, les fleurs sont gratuites, vas-y. Voilà, voilà, on peut se vanter aujourd'hui. Alors, je dirais peut-être même en Afrique de l'Ouest, je me limiterais même pas à la Côte d'Ivoire, puisqu'en regardant un peu ce qui se fait aussi ailleurs, on a un des meilleurs systèmes, des outils techniques à disposition de notre rallye. On a des chronomètres qui sont précis au millième de seconde. On a des dispositifs GPS qui sont utilisés sur des rallyes comme le Dakar, qui reste la référence. On est capable d'avoir la position au mètre près d'un véhicule à n'importe quel instant sur le parcours. Donc ça a apporté beaucoup de choses. Voilà, c'est à cette époque-là que j'ai rejoint l'ASSV en apportant ces solutions techniques. Et puis depuis, on a fait évoluer le système, on a eu de nouvelles idées qu'on intègre, qu'on teste. Alors on ne partage pas toujours avec les compétiteurs, il y a plein de choses qu'on teste derrière. Ensuite, on a mis en place le live timing. Donc c'est la possibilité pour n'importe qui présent sur le circuit, enfin surtout au niveau des assistances, on va dire, d'avoir le temps en direct en fait pour chaque équipage. Alors ça permet beaucoup de choses parce que comme tu le disais, le rallye, c'est pas que du pilotage, c'est aussi de la stratégie. Donc ça va apporter aussi un plus à ce niveau-là. Et puis voilà, on fait notre bout de chemin et puis on avance. Ce week-end, on va encore tester. Donc demain, on va tester encore de nouvelles choses. Écoute, ça se passe bien. Je pense que tout le monde en est satisfait. Et puis comme on dit, on n'a jamais fini de s'améliorer. Hein. Voilà, ce matin encore, on était dans ton bureau en train de discuter des nouvelles règles, enfin des dispositions que nous, organisation, allons prendre pour rendre encore le rallye plus équitable, on va dire. Alors, je ne sais pas si équitable, c'est le terme, tu me corrigeras, mais voilà. Non, c'est parfait. On s'améliore pour que les résultats qu'on donne ne soient pas discutables. Que tout le monde puisse l'accepter, pour que ce soit fair, que chacun accepte le résultat qui arrive. Et puis voilà, que le meilleur gagne. Après, on est tous une bande d'amis. Alors, moi, non, parce que je ne suis pas pilote, c'est surtout vous. Hein. Après un rallye, quand ça se passe pas bien, vous êtes colérique, mais bon, ça dure 5 minutes. Et puis, au final, on est quand même tous une bande d'amis. On se retrouve tous les samedis à bouffer des manaïches. Ouais, non, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que moi, c'est ce qui m'a attiré, en fait, d'abord dans le rallye. Je vais commencer par ce que tu as dit en dernier. C'était retrouver une bande de copains et tout. Après, j'ai vite compris qu'une fois que tu es harnaché dans le véhicule et que le casque est attaché, les gants sont mis, tout le monde passe en mode compétition et à partir de là, en fait, le copain devient un concurrent. Et moi, naïvement, je m'étais dit, sur mes premières courses, bon, si y a un copain qui est en panne, je m'arrête et tout, etc., etc. Et puis après, on m'a dit, mais t'es un malade de vouloir t'arrêter, et le temps, etc., etc. Je dis, mais ouais, mais c'est un copain quand même, peut-être qu'il est dans la merde, tu vois, donc comment est-ce que je peux lui donner un coup de main et tout. Et alors, le règlement interdit, hein, on ne doit pas apporter assistance à un autre compétiteur. Hein. C'est vrai, mais... Hors le public. Ouais, et même ça encore, je suis même pas sûr.
Même ça encore, je suis même pas sûr, parce que c'est une assistance extérieure. Donc, Alors, c'est à vérifier, mais je ne sais pas s'ils n'ont pas le droit, le public extérieur, s'ils n'ont pas le droit de remettre le véhicule sur piste ou pas. si on est dans un cas de... Voilà, si Ouais. on est, je pense que c'est toléré parce qu'on est dans un cas de sécurité. Donc, et même pour eux, ça peut être dangereux. Donc, pardon, là, je viens d'enfiler très rapidement ma casquette d'organisateur. Et même Oui, parce qu'on a oublié de préciser, en fait, depuis, il m'a fait démarrer sur le sujet, mais il ne s'est pas présenté parce que Farid Assaf est le président de notre association et fédération. ESA, président empereur, En nommé, devenir. nommé, élu. Non, pas de la Fédé, du club ASSV. Ça me suffit largement. Oui, du club ASSV, mais Ouais, pour ouais. moi, je considère président de la fédération parce que depuis, il a enterré et entériné. Non, ça va être Non, il coupé. fallait pas le dire. Ça va être coupé au montage. Ça va être coupé au montage. Revenons à nos moutons. Donc, ouais, président du club, mais c'est ce que je disais quand je me présentais tout à l'heure, en fait. Tout est une histoire de passion, Kinté. Quand tu aimes quelque chose et que tu as l'amour de la chose bien faite, ça me fait penser au début d'une longue tirade là, dans un film français. Quand tu as l'amour de la chose bien faite, tu comptes plus tes heures, tu acceptes les imperfections de tout le monde, tes propres imperfections, et tu essayes à chaque fois d'avancer, de t'améliorer, de faire quelque chose de plus qui va le plus coller, si tu veux, à ta passion. À ta passion et puis à ta façon de voir les choses. Ouais, non, exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça va être mon leitmotiv, en fait. Mais je pense que nous tous autour de la table, on fonctionne de la même façon. Donc je ne pense pas m'avancer en disant que Zoul, c'est la même chose dans son domaine. Il compte pas ses heures, lui. Il compte pas ses heures, et puis c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure. Avant d'être même passionné de quad, à la base, il est passionné de clavier. Oui, c'est un pianiste. Et Non, je précise, hein, c'est des claviers d'ordinateur. Ah, c'est des claviers. Mais je suis pas passionné par le clavier, parce qu'il se fait avec le clavier, c'est différent. Ouais, mais toi, par exemple, comment toi tu définirais j'imagine que c'est de la passion, mais donc comment est-ce que tu définirais cette énergie-là qui fait que tu comptes pas les heures et quand tu... Parce que ce que Zoul aussi ne dit pas, c'est que c'est un putain de créatif. C'est un gars qui a du vécu, qui a de la bouteille, qui a de l'expérience, qui a vu énormément de scénarios, de cas de figure, peu importe le système, hein, que ce soit humain ou matériel. Il est toujours en train de se remettre en question. Donc, où est-ce que tu trouves cette énergie-là pour pouvoir à chaque fois te remettre en marche et te réinventer? Alors, en fait, on pourrait croire que c'est une passion. Moi, je ne définirais pas, pour les gens qui me connaissent et qui connaissent mon rapport avec l'informatique, je ne définirais pas ça comme une passion. Je l'aurais défini comme ça il y a plusieurs années. Aujourd'hui, je le définis plutôt comme un exutoire. Il y a un mot que tu as dit qui est assez intéressant, qui est le mot créatif. Je comprends tellement ce que tu dis, mais vas-y. Il y a un mot que tu as dit qui est tellement... En fait, je passe beaucoup d'heures derrière la machine. C'est un truc de fou. Je pense que... Je vais donner l'exemple. Hein. Cette semaine-là qui s'est écoulée, je pense que j'ai passé plus de temps derrière mon ordinateur qu'ailleurs, en fait. Même en dormant, hein, pour relativiser. Et c'est plus un exutoire. C'est se mettre derrière la machine, c'est oublier tout ce qu'il y a autour et c'est créer. Et c'est ça que moi, j'apprécie dans la démarche. Alors je suis développeur, donc je ne fais pas de l'informatique de clavier, comme on va dire, de réparation. C'est du développement, c'est créer. Et ouais, je ne le définirais pas aujourd'hui comme une passion. Il y a quelques années, j'aurais dit que c'était une passion. Aujourd'hui, j'aurais dit que c'est un exutoire. C'est quelque chose qui me permet de m'évader. Alors en même temps, c'est mon travail, donc c'est assez top, hein, c'est assez cool.
c'est ce que je fais professionnellement, mais voilà, je ne saurais pas trop comment le qualifier. Ouais, mais en fait, moi, là où je veux un peu rebondir sur ce que tu dis quand tu parles d'exutoire, c'est vraiment, moi, je le vois comme l'expression en fait de ce que je pourrais pas forcément dire avec des mots C'est plus un prolongement, une passion. Ouais. Quand tu es vraiment passionné et mordu de quelque chose, d'un sujet, il y a un moment tu préfères te taire et te plonger dedans. Et effectivement, tu ne comptes plus tes heures parce que ça ne te parle pas les heures, tu ne les vois pas passer. Mais toi, tu as un autre type aussi de créatif, entre guillemets. Un petit peu, oui. Quand tu te lèves un dimanche matin et que tu prends ta caisse à outils et que tu viens te poser sur une machine ou sur un de tes chantiers. En fait, moi, mon parcours est encore différent parce que mon parcours commence par l'amour de la mécanique, de la technologie, de la technique et de la mécanique que mon père et mon grand-père m'ont transmis. Et ils me l'ont transmis très jeune parce que je pense que j'ai reçu ma première caisse à outils, mon premier cadeau enfant à 4 ans. Je l'ai reçu à 4 ans. Ça a été ma première caisse à outils et je l'ai encore jusqu'à maintenant. Ah ouais. Et c'est comme ça qu'ils me l'ont transmis. Donc je suis issu d'une grande famille d'ingénieurs et de développeurs et d'inventeurs. Mon père est un très grand inventeur, notamment dans le domaine aéronautique. Et donc comment j'ai hérité... Il t'a transmis ça. Il m'a transmis ça et au-delà de ça, je suis quelqu'un que je suis perfectionniste. Et je ne supporte pas de ne pas comprendre quelque chose. Ma plus grande crainte est de mourir sans ne pas maîtriser tous les outils qui sont à ma disposition. Moi, je l'explique quand j'étais enfant et que je recevais des cadeaux, une voiture télécommandée, des robots, des trucs comme ça. J'avais envie de jouer avec, c'est sûr. Ben non. Et je commence par le démonter. Mais moi, en fait, je jouais avec, c'est ce que j'allais dire, je jouais avec 5-10 minutes. Et après, moi, je le démontais. Je voulais comprendre comment il fonctionnait. Et je pense que ma phrase type, c'est le pourquoi du comment. Ouais. J'ai besoin de savoir. Ouais. Ça m'intéresse pas que tu me donnes tout fait. Donne-moi à démonter, je monte. Ah, ok, j'ai compris comment ça marche. Maintenant, ça m'intéresse. Je peux aller jouer avec. Voilà. Ouais, je comprends parfaitement ce que tu dis, puisque c'est à peu près ça. Mais moi, si je dois me définir, je me dirais que je veux comprendre comment ça marche et comment je peux jouer avec et comment je peux l'améliorer. Mais avec les années qui passent, le créatif, en fait, pour moi, est devenu comme un challenge personnel, en fait, de pouvoir porter des choses, peu importe, des idées. Je comprends très bien ce que tu dis. Voilà, porter des idées, porter une philosophie, voilà. Mais être, je vais pas dire un pionnier, mais j'aime bien aller là où personne n'est allé, en fait. Oui, et chercher une trace pas encore exploitée. Voilà, peut-être que ça vient du fait que j'ai un paternel qui est quand même visionnaire aussi dans sa façon d'aborder et je me challenge en fait son travail. Et je me challenge en tout cas et c'est ma mère qui m'a encouragé à faire ça. Je me challenge en fait à avoir ma propre voix. C'est-à-dire aller là où personne n'est pas encore parti. Alors aujourd'hui c'est très difficile, mais aller dans ces zones-là et en fait créer le chemin. Pour moi, c'est cet aspect-là qui est... Et je pense que c'est quelque chose qui est héréditaire. Et en fait, mon père a tout fait, par exemple, pour me le transmettre. Ça commence à ma naissance avec mon prénom. Donc, à ma naissance, il choisit mon prénom Kinte, qui n'est pas anodin, parce que ça vient de Kunta Kinte. Et mon père français des Vosges, petit blanc de race campagne. Tous les trois, là, on a des prénoms pas faciles, hein. Alors, au début, je pensais que c'était pas facile et il m'a plus servi que desservi au final. Oui, il construit ton caractère. Il a construit mon caractère. Mais au final, tout mon caractère s'est construit autour de ça, de cet axe-là. Parce qu'il m'a dit, tu auras ce prénom parce que tu es différent et tu dois être différent. Ne sois pas comme les autres, ne suis pas la ligne qu'il faut suivre. Suis ta voie, fais ce que tu dois faire.
Et malheureusement, il y a du bon et il y a du mauvais aussi. Ouais, non, c'est sûr. Mais tout ça pour dire que oui, effectivement, je suis très grand passionné de mécanique et de technique. Et donc moi, je vous ai rejoint un peu plus tard dans la partie du SSV. Et donc maintenant, ça fait, je ne sais pas dire, ça doit faire 3 ans, 2-3 ans. Sur le SSV ? Ouais, sur le SSV, mais je venais un peu par intermittence. En tout cas, cette année, je vais essayer d'être présent durant toute l'année. Et très heureux d'être dans cette grande famille. Ah ouais, non, on est très heureux de t'avoir avec nous. On est dans le partage de la passion.